Bien, donc d'abord, je tiens à remercier l'association et M. Panet pour cette invitation. Donc, en fait, j'ai écrit un discours, mais c'est pendant 3h30, et donc vous n'allez pas pouvoir m'envoyer dans ces conditions-là. Je vais essayer de vous en donner un peu l'essentiel. Alors, on va commencer par le présent. Après, on va voyager un peu dans le temps et on va finir avec le présent. Donc, alors qu'on espérait, surtout depuis la fin de la guerre froide et la dislocation de l'URSS, le monde entier, on espérait voir émerger une coopération pacifique autour de l'avènement d'une paix durable dans le monde. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on le constate, c'est malheureusement pas le cas, avec tous les nouveaux conflits qui s'aggravent et se multiplient. De la mer de Chine au canal de Panama, passant par l'Ukraine, la Palestine, le Groenland, le Canada et la Chine, il y a des mots anciens qui reviennent, comme les droits de douane, les guerres à haute intensité, les sanctions, le nettoyage ethnique, le génocide, etc. Et ce ne sont malheureusement pas que des mots, mais des réalités. Alors on peut espérer qu'en Ukraine, les choses pourraient s'arranger. Beaucoup d'analystes estiment que les États-Unis aujourd'hui cherchent un accord pour calmer la guerre en Ukraine, pour mieux se préparer dans une attaque vers la Chine, que M. Anthony Blinken, encore en 2022, a qualifié que la Chine est à long terme la menace la plus sérieuse à l'ordre international. Donc ça, c'est supposé d'être un gentil démocrate américain, pour qui la Chine est donc une menace à l'ordre international. Bien que le monde n'est plus celui du XIXe siècle, cette rivalité entre l'Occident collectif et la Chine, tout cela rappelle à maints égards la situation des guerres de l'opium dont je vais vous parler ce soir. En réalité, ce qui s'affrontait, en fait il faut déconstruire le narratif, parce qu'il y a des livres maintenant partout qui disent, voilà, c'était le conflit entre deux empires, chacun avait son addiction, il y avait les Anglais, c'était le thé, et les Chinois, c'était l'opium. Et c'était deux empires qui se disputaient, et ils ne se sont pas compris, et voilà, ça finit dans la guerre. Aujourd'hui, on est dans une situation très semblable à l'époque, parce que, comme je vais vous le montrer, l'Empire britannique, qu'on prétendait gérer sur la planète entière, en fait, est un système complètement prédateur, complètement en faillite, qui devait donc étendre ses zones de pillage pour pouvoir survivre. La Chine de l'époque, c'est la dynastie des Qing, qui sont arrivés au pouvoir en 1648 jusqu'à 1912. En fait, il y avait certes des problèmes, mais surtout en fait une crise de croissance. Il y a eu 15 rébellions sous les Qing, donc c'était pas parfait. Mais à l'époque, l'Angleterre avait 17 millions d'habitants au XIXe siècle. La Chine en avait 430 millions. Donc on a un pays donc, de 17 millions qui a quand même soumis à plusieurs reprises, dans la première et la deuxième guerre de l'opium, plus les autres conflits après, on a été soumettre à la Chine. Alors ce qu'on voit, c'est qu'à un moment donné, donc, ce système fait le choix de la drogue. La drogue, c'est pas une chose qui vous arrive, c'est pas une chose qui, tout à coup, voilà, on est envahi par la drogue. Non, la drogue, c'est un choix. À un moment donné, les élites du système international font le choix de la drogue, et si ça suffit pas, on y rajoute la guerre. Donc c'est un choix. Si aujourd'hui on a un problème de drogue en France, c'est pas parce que les méchants mexicains ou les méchants chinois envoient du fentanyl au Mexique et après le renvoient chez nous, c'est parce qu'une partie de nos élites politiques, économiques et financières ont fait le choix de la drogue. Et si on les laisse faire, on finira effectivement aussi dans un conflit qui sera la guerre. Comme nous le documentons donc dans notre livre, les héritiers
de ce qui fut mis en place par les Britanniques pendant et après la guerre de l'opium, notamment à partir de Hong Kong, c'est la fameuse banque, la Banque de Hong Kong et de Shanghai, Hong Kong et Shanghai Banking Corporation, aujourd'hui connue comme HSBC, dont je vais vous parler à la fin. Notre livre est une enquête de 40 ans sur le rôle de HSBC dans le trafic de la drogue et le blanchiment de l'argent de la drogue aujourd'hui. Donc, le présent et le passé ont une certaine cohérence, parce que l'héritage de cet empire britannique, ce sont bien sûr les paradis fiscaux. Vous savez, il y a une centaine de paradis fiscaux, essentiellement qui sont des perles et des dépendances de la couronne britannique, où on blanchit l'argent de la drogue, où se réfugient les trafiquants, ils sont intouchables. Et par leur taille, ils sont passés du too big to fail, ils sont trop grandes pour être mis en faillite, comme on l'a vu en 2008, et ils sont devenus too big to jail, c'est-à-dire trop grandes pour être mis en prison. Parce que chaque fois qu'on les attrape, ils disent, si vous me touchez, c'est tout le système financier qui saute, donc ils payent des amendes, ils payent des pénalités, et ils reprennent et ils continuent. Donc, pour bien comprendre les guerres de l'opium, il faut donc un peu déconstruire ce narratif. On dit donc que les Anglais étaient addicts du thé, les Chinois de l'opium. Pourtant, je n'ai jamais vu des navires de guerre chinois aller devant les côtes britanniques forcer l'Angleterre de consommer le thé. Les Britanniques, nous dit-on, défendaient une politique de porte ouverte. Ils ont cherché à ouvrir la Chine et au libre-échange, au christianisme et à la démocratie. Dans les faits, il y a un livre qui s'appelle Les Sextants de Pékin. En fait, documente très bien que, contrairement à ce qui est répandu, la Chine avait ses rites, elle avait un immobilisme, si on veut, mais en fait, elle était extrêmement ouverte aux échanges. Ça a été documenté. Avant d'aller dans le vif du sujet, donc il faut dire 2 mots sur l'opium, pour savoir de quoi on parle. Donc, ce qu'on appelle l'opium, c'est le latex, c'est-à-dire le sucre séché, produit par incision. Vous le voyez là sur la photo, vous voyez le latex qui sort des capsules. Ce sont des capsules donc avant maturité d'une plante qui s'appelle le pavot somnifère, le papaver somnifericum. Alors on récolte ce latex, après on le broie, on fait des boules, on fait des gâteaux, ça devient des espèces de boules. Et les boules étaient donc empaquetées dans des caisses, on vendait des caisses d'opium. Alors ce que l'opium a de particulier, c'est qu'il contient des dizaines d'alcaloïdes dont on se sert en pharmacie. Plus précisément, évidemment, la morphine. Et ça, Dieu merci que l'humanité dispose de morphine pour nos hôpitaux et pour vous soulager de la douleur insoutenable autrement. Et la codéine, donc 2 analgésiques puissants. Alors, l'opium se consommait essentiellement de 2 manières, soit sous forme solide, faisait des petites boulettes que les gens avalaient, soit sous forme liquide. Peut-être vous avez entendu parler en Angleterre du laudanum, donc on mélangeait des graines d'opium avec du vin rouge. Au Xe siècle, c'était vendu par les pharmaciens du coin. Si vous avez mal de tête, vous avez la toux, vous avez n'importe quel problème, à la pharmacie, un peu de laudanum, avec des conséquences quand même assez graves. C'est-à-dire que le seul député qui, toute sa vie, en fait, a fait campagne à dénoncer les méfaits de l'opium, c'est un député dont la sœur, en fait, est devenue totalement dépendante de l'opium. Donc, il avait vécu en famille de ses proches, que les autres, bon, ils voyaient surtout les profits financiers, ils ne voyaient pas la dimension sanitaire. Par la suite, on a commencé donc à fumer de l'opium dans une pipe à opium qui est généralement très très jolie, très bien décorée, avec très long, pour refroidir un peu la chaleur. Il y a tout un culte de la consommation de l'opium. Et donc au XIXe siècle, par exemple à Paris,
en 1900, il y avait 300 fumeries d'opium. Et évidemment, il y en avait surtout à Brest, à Toulon, à Bordeaux, dans les grands ports, où on partait, parce qu'évidemment, les marins ou les soldats qui sont allés, les Français qui sont allés dans la guerre de l'opium, ont évidemment goûté de la chose et l'ont ramené en France, etc. Comme la plupart des drogues, l'opium peut aussi bien vous endormir que vous exciter. C'est un peu comme les discours politiques. Quelle indignité. Il peut vous rendre insensible à la douleur, comme le savent les guerriers. Je vous rappelle que nos soldats sur le front pendant la Première Guerre mondiale buvaient le vin Mariani, qui est un vin corse mélangé avec la cocaïne, parce que si vous devez marcher vers la mort, il faut avoir un certain courage. Et donc, la drogue, depuis le début des temps, on peut s'endormir, on peut aussi s'exciter. On le voit dans le trafic des voitures dans Paris. Dans tous les cas de figure, cette drogue vous procure un sentiment illusoire de plaisir, dont vous aurez beaucoup de mal à vous en débarrasser. Donc, selon tous les spécialistes et les médecins, aujourd'hui, l'addiction la plus difficile, en fait, c'est l'héroïne, qui est donc justement un sous-produit donc, du pavot d'opium. Comme le disait un écrivain, les fumeries d'opium, c'était par excellence le lieu où les paradis artificiels se confondaient avec un enfer réel. Peut-être la meilleure formule. Alors, du point de vue archéologique, ce qu'on sait, c'est que c'est au Néolithique, en Suisse, autour des lacs suisses, que les agriculteurs du Néolithique ont commencé à domestiquer le pavot de l'opium. Donc, alors, avant de partir faire le tour du monde, ça a été domestiqué en Suisse. Bien. C'est pour ça qu'il y a le secret bancaire. L'opium entre rapidement dans la pharmacopée en Mésopotamie, en Égypte, en Grèce. Homère, Hippocrate en parlent, mais met en garde. Ensuite, bien sûr, ce sont les Arabes sur la route de la soie, les Vénitiens, les Portugais, les Hollandais, et finalement donc les Britanniques, qui ont commencé à commercer l'opium. Et donc ça arrive en Chine à partir de l'époque des Tang, qui ont régné de 618 à 907. La consommation, donc, c'était à usage médical. Ça a resté totalement marginal en raison de la provenance étrangère et du prix très élevé. D'accord ? Donc, je veux juste dire, l'opium existait avant les guerres de l'opium, mais c'était quelque chose de marginal. Alors, ce qui a fait l'effet, le grand basculement, en fait, va avoir lieu à la fin du XVIe siècle, entre 1561 et 1580, quand du Nouveau Monde, on ramène une saloperie qui s'appelle le tabac. Et qu'en 30 ans, toute l'Europe s'est mise à fumer du tabac. Ensuite, le tabac est arrivé en Turquie. De Turquie, il est allé en Asie centrale et en Chine. Comment s'organisaient les échanges? Parce que donc la bataille entre les Anglais et la Chine, c'est soi-disant sur le libre-échange. Donc, la question se pose, c'est comment s'organisait l'échange avec la Chine avant les guerres de l'opium. Donc, en gros, il y avait deux systèmes. Je pense que la plupart de vous connaissez déjà un peu. Le premier système, bien sûr, c'est le système qu'on appelle le système tributaire. Alors, la notion de tribu, c'est une invention occidentale à partir de 1947. Donc, il faut se méfier souvent des mots. Donc, il est vrai qu'à l'époque des Qing, donc l'empereur, en fait, la Chine se voyait comme le centre de l'univers, ou le centre de la civilisation. C'était l'empire du milieu. C'était le Tianxia. Donc, tout ce qui existe sur la planète est sous le même ciel. Et donc, l'empereur, alors on peut dire oui, c'est terrible, c'est un autocrate qui dirige tout l'univers. Je le vois plutôt comme c'est quelqu'un qui est responsable pour tout ce qui se passe dans l'univers et qui doit en tenir compte. Le mot chinois pour la Chine, vous me corrigerez,
Zhongguo, signifie donc exactement le pays du milieu. C'est le mot chinois pour Chine, pierre du milieu. Alors, pour organiser les échanges économiques avec les autres peuples qui étaient appelés les barbares et les non-civilisés, la cour impériale instaure un protocole. Les non-chinois pouvaient venir commercer en Chine, mais d'abord, ils devaient se présenter devant l'empereur et donc se prosterner, notamment le fameux Koutou, qui consistait en 3 agenouillements et 9 prosternations, exprimant un geste signe de profond respect qui consiste pour la personne qui l'exécute à se mettre à genoux et à s'incliner de manière que sa tête touche le sol. Et ceci donc 9 fois. Donc, il fallait être en forme. Mais comme vous le voyez donc ici sur la diapo, donc vous voyez à gauche quelqu'un donc qui fait le koutou devant l'empereur, et à droite vous avez donc c'est un étranger là qui arrive avec son cheval blanc, mais à droite vous voyez le simple citoyen chinois qui est devant un juge de district et il doit rendre honneur au juge de district. Le juge en fait représente le système de l'empereur et donc disons, c'est quelque chose qui était rituel et disons, c'était pas seulement quelque chose par rapport aux étrangers qu'on va imposer. C'était donc quelque chose d'assez commun. Par la suite aussi, les bouddhistes, en fait, dans les arts martiaux, on fait le Koutou aussi. Et aussi, donc, les bouddhistes, mais c'est pas devant des personnes, devant des statues de Bouddha, en fait, peuvent très bien faire le Koutou en signe de vénération et de se prosterner devant une statue. Ce que je veux dire de là, c'est que je tente de sortir un peu de la caricature de la chose et d'apporter quelques nuances. Donc, généralement, les gens étrangers venaient, ils offraient des produits et des cadeaux à l'empereur, et en échange, l'empereur, en fait, leur donnait 10 fois plus de cadeaux. C'était l'obligation de montrer la générosité pour les étrangers. Et les étrangers venaient donc avec, par exemple, 50 ou 100 marchands. Et une fois que le rituel est accompli, les marchands pouvaient librement commercer, vendre leurs produits, acheter, etc., tout en respectant. Disons, j'y vois plus une espèce de volonté d'affirmation d'une certaine souveraineté, c'est-à-dire nous sommes pour échanger avec vous, mais selon nos règles, dans le cadre d'un respect mutuel absolu. Par exemple, évidemment, les Hollandais et les Portugais qui aimaient bien faire les affaires, pour eux, le koutou, c'est absolument pas un problème. C'est que s'il fallait s'incliner comme ça pour ensuite faire des millions dans le commerce avec la Chine, c'était plutôt intéressant. Alors, le deuxième système, donc, c'est ce qu'on appelle le système de canton. Et canton, c'est important parce que canton sera évidemment au centre de la guerre de l'opium. Donc, d'abord, 2 mots sur canton. Donc, là, vous voyez sur la carte, c'est la rivière des Perles, qui est un des grands fleuves. Vous voyez tout le système avec des milliers de villes, tout un écosystème économique et financier. La canton, c'est Guangzhou aujourd'hui. Et vous voyez donc ici à l'entrée, vous avez Macao, qui initialement faisait 30 km², qui était donc l'enclave initialement en 1957, donc louée par la Chine, mis en leasing pour les Portugais. Que les Portugais après ont arraché pour en faire une colonie. Et donc Hong Kong, qui au début fait 80 km², et après ils sont battus par différents accords qu'ils ont imposés à la Chine pour imposer un territoire quand même assez conséquent en prenant la péninsule. Donc vous voyez l'entrée, donc l'embouchure du fleuve de la rivière des Perles. Donc Guangzhou est quasiment à 100 km à l'intérieur des terres. Donc c'est un port, une ville
Donc là, vous voyez de nouveau donc, à Macao, à gauche, Hong Kong, à droite avec le péninsule de Kowloon, qui a été annexé donc à Hong Kong. Vous avez tout en haut, donc vous avez Canton. Vous voyez tout l'embouchure. Et vous voyez donc au milieu, vous voyez une petite île, Linton Island. Je sais pas comment on dit en français. Linton ou Linton. Alors c'est sur cette île qu'une fois que les Anglais vont produire l'opium donc, au Bengale, en Inde, ils vont amener donc la drogue, sera surtout échangée sur cette île, où donc les contrebandiers anglais et indiens viendront déposer la marchandise, où les contrebandiers chinois viennent la récupérer. Ensuite, donc, pour aller jusqu'à Canton, il faut passer par le détroit de la bouche du tigre, le Boca Tigris, c'est un mot portugais anglais, qu'on a mélangé avec de l'anglais. Et donc, on montait la rivière. Il y avait une petite île là. L'île de Whampoa, c'est une île sur laquelle l'essentiel des marchandises, notamment le thé, la porcelaine, les soies, tout ça s'était stocké. Donc là, vous voyez le plan de Canton, qui est une ville fortifiée. Vous avez ici les 13 factoreries. Donc la façon dont le système de Canton s'organisait, c'est que l'empereur était très... En fait, les Qing ce sont des Mandchous. Et les Mandchous étaient minoritaires. Donc ils devaient régner sur l'ancienne dynastie des Ming, qui n'était pas Mandchou du tout, et où il y avait des nostalgiques. Pendant toute la dynastie des Qing, il y a eu 15 révoltes, dont certains ont duré des années et des années. Donc l'empereur avait très peur, en fait, d'être renversé. Donc il disait, OK, on va centraliser tout le commerce avec l'extérieur, parce que le danger, surtout, c'était d'avoir une situation où les révoltes de l'intérieur se mettent en phase avec les ennemis de la Chine qui vont instrumentaliser la contestation intérieure pour renverser la dynastie. Ça, c'est une des grandes motivations en fait, de la dynastie, de partir réellement en guerre contre la drogue. Alors, donc il dit, ça va se faire à Canton, et donc il nomme un syndicat de marchands, il y a 13 marchands, ce qu'on appelle les Hong, qui créent un syndicat qui s'appelait les Kohong. Les Kohong, donc c'était une guilde de 13 marchands, qui étaient des Chinois, et tout étranger qui voulait vendre quoi qu'il se soit, acheter quoi qu'il se soit en Chine, devait le faire par l'intermédiaire de ces marchands chinois. Et donc, ces marchands louaient donc là dans les 13 factories, c'est pour ça qu'il y en a 13, parce qu'il y avait 13 Hong. Chaque Hong louait donc un emplacement où donc les Français, les Anglais, les Danois, les Britanniques, les Américains. Donc c'était un comptoir, c'était essentiellement des bureaux de commerce où ces commerçants occidentaux pouvaient donc s'installer et commercer, faire des négociations avec des marchands chinois pour, d'un côté, acheter le thé, et de l'autre côté, donc acheter tout ce qu'ils voulaient, organiser leurs échanges. Mais vous voyez bien, les 13 factories, ils ne sont pas à l'intérieur de Canton, ils sont hors les murs. Parce qu'il n'y a pas question de laisser entrer des barbares à Canton. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé donc, le système de Canton, qui est évidemment quand même un petit peu frustrant pour les Occidentaux. Donc là, vous avez un éventail magnifique où vous avez une petite peinture avec les bureaux justement des étrangers. Vous voyez les Danois, il y a les Espagnols, il y a les Américains, il y a les Français. Là, il y a les Néerlandais, je ne vois pas les Français encore, et les Britanniques. Donc, vous voyez là, ça c'est donné-le. Alors, les règles pour ces factories, c'est les marchands étrangers n'ont pas le droit d'entrer dans Canton. Les navires de guerre, ils sont interdits. L'ensemble des commandes pour l'export et l'import doit être passé par les Hong. Les marchands occidentaux ne peuvent être là que pendant la saison
du commerce, qui s'étend de juin à décembre. Donc, après, il devrait plier bagages et aller à Macao ou là où il voulait. Il ne peut pas rester toute l'année. Les femmes et les armes, ils sont interdites. Les Occidentaux, ils peuvent entreposer quelques marchandises, mais il s'agit avant tout de comptoirs et de bureaux commerciaux. Le gros des marchandises doit rester à 13 km au sud, donc sur cette île de Whampoa, que voici. Ça donne un peu l'idée de l'ambiance. Donc, alors, ça marche. Ça marche très bien. Donc, ce qui va se passer, évidemment, c'est que l'Angleterre va devenir complètement... il y a un engouement pour les chinoiseries, pour la porcelaine, pour la soie, et donc surtout pour le thé. Alors, le thé est découvert en Chine en 2737 avant Jésus-Christ. Bon. Ça arrive donc au XVIIe siècle. À la fin du XVIIe siècle, le thé est la boisson nationale du Royaume-Uni, avec 12 millions de livres consommés par an. Alors, pourquoi c'est important? C'est très important parce que quand les Anglais donc importaient du thé, il y avait un droit de douane. Je suis pas sûr que M. Trump a compris comment ça marche les droits de douane, mais c'est la personne qui importe qui paye les droits de douane. Donc, les Anglais qui importaient du thé de l'Inde, de la Chine vers le Royaume-Uni, ils payaient un droit de douane de 100% sur le thé. Et qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent? On finançait la Navy britannique, on finançait la marine britannique, qui était financée donc avec les revenus du thé. Donc le thé, c'était très important. Il fallait absolument que tous les Anglais boivent du thé, parce que c'est avec ça qu'on finançait quand même l'armée britannique et la Navy. Donc, alors, entre 1720 et 1750, les importations de thé en Grande-Bretagne par l'intermédiaire de la Compagnie britannique des Indes orientales font plus que quadrupler. En 1766, ces exportations donc, qui viennent d'être cantons atteignent les 6 millions de livres, 2700 tonnes. On crée des véritables flottes du thé qui se développent. Au plus haut, dans les années 1830, l'Angleterre importe de la Chine 360 000 tonnes de thé par an. Alors, le problème que ça pose alors aux Britanniques, c'est comment est-ce qu'on paye? Parce que les Chinois disent, nous on a 400 millions de personnes et on a tout ce qu'il faut chez nous. Donc on ne va pas en échange acheter de la laine anglaise ou un peu d'étain, un peu de fer, voilà. Et les Chinois disaient, tout ça on n'en a pas besoin, nous ce qu'on veut c'est être payé en argent. Argent métal, dans des lingots d'argent. Pourquoi? Parce que depuis le XVIe siècle, les Chinois ont décidé que les citoyens chinois, quand ils payaient leurs impôts, ils payaient, disons, au quotidien, on avait des tout petites pièces en cuivre, et pour 1000 pièces de cuivre, on achetait un petit lingot d'argent. Et avec l'argent, on faisait les grosses transactions et on payait les impôts. Donc, pour payer les impôts, les Chinois avaient besoin d'argent. Pas d'argent papier, d'argent. Alors, donc, et les Chinois ne voulaient pas être payés autrement. Donc ça, c'est une petite graphique qui montre donc l'explosion des importations de thé en Angleterre. Ça m'a toujours fait rire parce qu'il y a une sorte de thé qui s'appelle gunpowder, la poudre à canon. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que la Chine, en fait, par ses exportations de thé et de porcelaine et de soie, donc il y a une entrée massive, en fait, d'argent. Donc là, vous voyez en bleu, EIC, ça veut dire les East India Company, donc c'est la Compagnie des Indes, ce qui est en bleu. Donc la Compagnie des Indes orientales britannique, il faut qu'elle trouve de l'argent pour pouvoir payer le thé. Quand le thé arrive, ça fait des impôts et ça permet de payer la Navy. Donc voilà, on est dans un enchaînement de logique
économique et financier. Ensuite, vous avez des country traders. Alors, ce qui se passe surtout, c'est que vous avez une grande communauté chinoise qui s'installe aux Philippines, à Manille, et en fait, qui va importer de l'argent de l'Espagne, c'est-à-dire du Mexique. Donc, c'est très peu connu, mais ça vaut vraiment le détour. C'est que, en fait, la monnaie de réserve internationale à l'époque, ce n'est pas la livre britannique, le dollar n'existe pas encore. Ce qui existe à l'époque, c'est ce qu'on appelle la pièce de 8, ou le dollar espagnol, qui est une pièce en argent pur, qui fait 37 grammes, et que Alexander Hamilton d'ailleurs a pris comme modèle quand il a créé le dollar américain. Donc c'est le real, aujourd'hui vous avez au Brésil le real, le peso, c'est tout ça, c'est la même chose. C'est des déclinaisons de ce qu'on appelait le dollar espagnol. Donc les Chinois, donc à gauche, vous voyez des 6C. Les 6C, c'est les lingots, vous voyez des lingots avec un tampon marqué. En haut, donc vous voyez, là vous voyez le roi Carlos III, ça c'est vraiment le dollar espagnol. Et en dessous, vous voyez des pesos mexicains, et vous voyez dessus, il y a des contre-marques en chinois. Vous voyez là? Ici. Vous avez un peso mexicain qui a été validé par les Chinois en disant « Bon les gars, ça c'est bon, nous on prend, c'est de l'argent, donc on prend. » Alors, bon, ça c'est pour simplifier un peu, donc vous voyez, en fait, les Espagnols dans la Nouvelle-Espagne, dans le Nouveau Monde, donc au Mexique, à Taxla, on avait visité la mine d'argent, mais aussi en Bolivie et au Pérou, il y a des mines d'argent qui font que le Mexique va avoir une énorme quantité d'argent. Cet argent, elle va le renvoyer en partie donc à Séville en Espagne. Elle va l'envoyer donc à Manila. Vous avez les galions 2-3 fois par an. Vous avez un gros galion. Construisent des énormes bateaux parce qu'ils avaient le droit de faire 2 à 3 bateaux par an. Donc ils faisaient des énormes bateaux pour mettre un maximum. Ils prenaient des lingots d'argent et ils les envoyaient à Manille. Et à Manille, vous avez les commerçants chinois qui achetaient le thé, le porcelaine, la soie, etc. pour la revendre dans toute l'Asie du Sud-Est. Donc les Anglais, déjà, ils ont le problème de trouver l'argent. En plus, il y a une révolution technique, en fait, qui vient aggraver les déséquilibres de l'époque. C'est que donc il y a la machine à vapeur qui commence à être développée donc en Angleterre et qui finalement, tout d'un coup, on commence à produire en masse, en quantité absolument énorme, du textile coton dans le nord de Londres, Manchester, etc., etc. Et donc, les marchands anglais, ils achètent, et les surplus sont achetés par les marchands anglais installés en Inde. Mais les marchands en Inde, ils payent en cash, donc ils payent en argent. Donc, du coup, les marchands anglais et indiens, eux aussi, il faut absolument qu'ils trouvent de l'argent. Parce qu'avec cet argent-là, ils peuvent acheter du coton, ils peuvent acheter du thé. Donc, ils sont doublement coincés. Puisque l'argent est vraiment la monnaie des réserves internationales de l'époque. Donc, ça crée un déficit commercial absolument monstrueux pour l'Angleterre. Donc là, vous voyez sur ce graphique l'explosion des exportations de coton de l'Angleterre vers l'Inde. Vous voyez, en vert, Britain to India. Donc c'est ce qu'exporte l'Angleterre vers l'Inde. Et l'inverse, donc, à ce moment-là, s'arrête. Donc il faut trouver l'argent quelque part. Donc il y a une première tentative des Anglais de dire il faut trouver un moyen pour que les Chinois achètent plus de nos productions. Donc il y a en 1792 Macartney, un haut émissaire anglais, qui part donc en Chine pour rencontrer l'empereur, pour lui dire ah, il faut nous donner une île devant la côte parce qu'on est vraiment très mal et quand on peut pas être à Canton, on doit être chez les Portugais qui sont une sous-race qu'on a du mal à supporter. Il faut ouvrir tous les ports aux bateaux
anglais pour qu'on puisse venir, etc., etc. Et donc McCartney donc arrive avec 100 personnes, un voyage d'1 an. Hein. Il arrive donc là-bas, il amène 600 cadeaux pour l'empereur, pour montrer. Et évidemment, le problème, c'est qu'il y a la question de la prosternation, du coton. Et McCartney dit, bon, ben, je ne peux pas faire ça, moi je suis anglais, je fais partie de la race supérieure, et il faut que je m'incline devant l'empereur de Chine. Ça ne va pas. Je ne peux pas faire ça. Et donc, il y a toute une tension diplomatique. Et donc, finalement, les mandarins chinois, et bon, ça montre aussi leur créativité. Je pense quand même que c'est important que quelqu'un qui vient d'aussi loin que l'Angleterre, quand même, bien le recevoir. Donc, les mandarins chinois, ils disent, voilà, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez faire la même chose que vous faites devant le roi d'Angleterre, hein, la même consternation, vous allez faire la même chose devant l'empereur de Chine. Et donc, McCartney dit, bon, ok, moi je suis d'accord, mais à ce moment-là, je demande à tous les mandarins chinois à faire le kowtow devant le portrait du roi George III, que je lui ai apporté. Donc, il a apporté un énorme portrait peint à l'huile, taille réelle. Il dit, je vous montre le portrait, et vous, les Chinois, vous allez vous mettre à 4 pattes là devant le roi d'Angleterre. Donc, évidemment, ça marche pas. Et je comprends d'ailleurs pas pourquoi Qianlong, donc l'empereur chinois, a quand même fini par recevoir McCartney. En plus, Qianlong, c'était sa résidence d'hiver, donc il était à 200 km dans le nord de la Chine. Donc il a reçu plein de délégations de plusieurs pays, pas seulement les Anglais, dans une yourte, dans une tente, dans sa résidence. Donc déjà, pour les Anglais, déjà c'était fou, parce que c'était même pas à Pékin que ça se passait. Et donc finalement, McCartney donc il va s'agenouiller, donc il va donner la lettre, et après l'empereur dit, ah oui, là il y a un petit gamin qui parle bien chinois, c'est bien plus intéressant. Et donc l'empereur après, donc alors ce qui est frappant, il y a deux choses. C'est un, que quand on regarde les présents qui ont été donnés, les Chinois, ce qu'ils attendaient, c'est d'avoir des rails en acier, et d'avoir des machines à vapeur. Et ça, il n'y avait rien. Donc toute la collection, c'était une espèce de gadget. Donc c'était tous des symboles de la puissance militaire de l'armée anglaise. Tous les cadeaux. Donc, et donc l'empereur, c'était un érudit. Il avait une bibliothèque personnelle de 34 000 livres. C'était quelqu'un extrêmement éduqué. Il était au sommet de sa gloire. Il avait déjà 57 ans de règne. Il avait doublé le territoire et la population de la Chine. Donc, bon, alors que ensuite, donc, l'empereur a fait une lettre de réponse donc, au roi George III, où il dit, franchement, votre truc, là, curieux, sophistiqué, ça sert à rien pour l'industrie chinoise. Accepter une mission diplomatique à Pékin, ben, je le fais pour personne, donc je vois pas pourquoi je le ferais pour vous, les Anglais. Deuxièmement, si les gens sont là à Pékin, ils sont à 2000 km de Canton, donc ils servent à rien pour organiser le commerce pour vos gars. Hein, et tout ce que vous voulez acheter, déjà, vous pouvez l'acheter à Canton. Donc, je vois pas trop disons. Donc, c'était vraiment l'échec. Donc, ce qui va apparaître alors comme la solution à tous les problèmes, c'est évidemment l'opium. Au début, c'est les Portugais, en fait, qui ouvrent les premiers comptoirs au Bengale. Ensuite, vous avez les Hollandais qui débarquent, et à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, vous avez les Anglais. Et donc, le commerce des Anglais, en fait, se fait en deux temps. Le premier temps, c'est la Compagnie des Indes orientales, qui est la plus grande société à action privée qui a jamais existé dans l'histoire. Et c'était un monstre, parce qu'ils avaient ils levaient leurs propres impôts, ils avaient une armée privée, ils louaient des parties de l'armée britannique, ils payaient. Et en fait, c'était dirigé par un comité secret de 3 personnes à Londres,
qui en fait régnait au-dessus de tout le monde. En fait, c'était un parlement complètement bidon. En réalité, c'était la Compagnie des Indes en fait qui dirigeait réellement l'Empire britannique. Donc là, vous voyez déjà donc l'envolée des exportations d'opium de l'Inde vers la Chine. Macartney, donc on est à la fin du XVIIIe siècle, 1792. On est encore en dessous de 200 tonnes par an. Chaque année, ça va doubler, ça va doubler. Et donc, vous aurez la première guerre de l'opium donc de 1839 à 42 et la deuxième de 1856 à 1860. Et ensuite, donc, l'opium est légalisé en Chine. Donc, vous voyez l'explosion de la consommation. Et donc, en 1835, la Chine, alors c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts, mais on estime entre 4 et 13 millions et demi d'opiumomanes en Chine en 1835. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1847, il y a 40 millions de personnes droguées à l'opium en Chine, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça va prendre un effort absolument énorme. C'est vraiment pour un État l'addiction de drogue la pire qui a existé dans l'histoire, et même pire que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, l'opium par magie, c'est le produit qui va résoudre tous les problèmes économiques et financiers. Pourquoi? D'abord, les gens qui achètent de l'opium en Chine, ils payent en argent. Donc, il y a une inversion du flux de l'argent. Donc, en 1828, la balance commerciale s'inverse. Il sort de Chine plus d'argent qu'il n'en rentre. Le flux d'argent s'inverse en direction de l'Empire britannique. Entre 1808 et 1856, 384 millions de dollars argent partirent de Chine en direction de l'Empire britannique, grâce au boom des importations d'opium, alors qu'entre 1752 et 1800, c'était 105 millions de dollars d'argent qui sont allés de l'Empire britannique vers la Chine, grâce à la vente du thé. Donc, on est sauvés, les gars. L'Empire est sauvé, puisque les Chinois achètent notre opium. En échange, ils payent avec de l'argent. L'argent rentre en Angleterre. L'argent nous permet d'acheter du thé. Le thé est consommé en Angleterre. On prélève les droits de douane et on finance la Navy. Que veut le peuple? Donc, évidemment, ce qu'il faut voir, donc la bascule, c'est justement le passage de l'opium consommé à titre médical, entre guillemets, sous forme de boulettes ou sous forme de liquide, qui est fumé ce sont les Hollandais, à partir de Java, qui ont commencé à mélanger le tabac avec de l'opium. Et donc, tous les gens qui fumaient, en fait, commençaient à fumer de l'opium. Et ensuite, puisque les prix baissaient, ils sont passés à consommer de l'opium pur, qui était très, très puissante. Alors, entre guillemets, ça donne des avantages aux gens qui sont dépendants. Si vous avalez des boulettes ou vous buvez, l'effet n'est pas immédiat. Il faut attendre plusieurs heures pour que l'effet se manifeste. Alors que si vous fumez, l'effet est immédiat. Donc, l'addiction est beaucoup plus forte. Et c'est sous l'emballement, en fait, de la toxicomanie autour de l'opium. Donc, ce mode, le fait que la Chine s'est rendue vulnérable à l'opium en tolérant, en fait, que le tabac, les Qing ont ramené le tabac comme étant... Les tabatières chinoises, elles sont magnifiques, hein, mais ça les a rendus extrêmement vulnérables. Alors, quand on parle de la Compagnie britannique des Indes orientales, il faut bien voir que c'est des gens qui pratiquaient l'esclavage, qui sont allés chercher des esclaves en Afrique pour les amener en Inde, donc des Africains en Inde et à Java, pour produire le sucre, etc. Donc on transforme de ce qui est initialement la route de la soie, ça devient la route des épices. Et pour produire les épices, on a les esclaves. Donc on passe de la route des épices à la route des esclaves. Et donc, on n'est pas du tout dans le même système. Il faut aussi savoir que le fameux, soi-disant économiste Thomas Malthus, c'est donc l'idéologue qui dit que
la croissance de la population ne peut jamais être soutenue par l'économie parce qu'elle est trop forte, la population, par rapport aux moyens qu'on peut mobiliser pour la soutenir. Il était payé justement par la Compagnie des Indes orientales. Il faut aussi voir qu'au Bengale, quand les Anglais ont commencé à faire l'opium au Bengale, ils ont fait supprimer les cultures vivrières. Donc il y a eu en 1770, donc on a remplacé les cultures vivrières par l'opium. Vous avez la grande famine de Bengale qui fait 10 millions de morts, hein, parce que en plus il y avait des spéculations qui s'est mis dessus, etc., etc. Donc ça vous pouvez lire, il y a des livres là-dessus. Ce sont des choses parfaitement documentées. Donc après il y a une deuxième phase, c'est-à-dire qu'en 1832, en fait les Anglais se rendent compte que la Compagnie des Indes, ils sont corrompus et ils font pas si bien que ça. Ils sont pleinement des dettes, ils doivent renflouer en permanence par l'État britannique. Et donc en 1832, ça peut étonner, mais on supprime le monopole de la Compagnie britannique des Indes orientales sur le commerce avec la Chine. Et on lâche les traders. On lâche les trafiquants gentlemen. C'est-à-dire, le grand patron, c'est un monsieur qui s'appelait William Jordan, qui est un médecin écossais, banquier écossais, et James Matheson, autre écossais. Et eux, donc, ils créent une société, Jordan et Matheson, d'abord, ils sont à Calcutta, ils s'installent, donc, ils viennent à Canton, et ils commencent alors, c'est eux, donc, ici, sur cette courbe, il faut bien voir qu'à partir de 1832, c'est Jordan et Matheson, c'est plus la Compagnie des Indes orientales, hein. Donc là, le chiffre explose, parce que ils sont redoutables. Ils construisent des bateaux spéciaux ils font des clippers, ils ont des voiliers super rapides pour amener la drogue de l'Inde vers la Chine. Donc là, vous voyez l'Inde, les centres de production, c'était Bombay, Calcutta et Patna, donc dans le nord du Gange. C'est toute la vallée du Gange. Alors, ils avaient des flottes d'opium, hein. Ils avaient des centaines de bateaux qui ramenaient l'opium brut du nord de l'Inde vers Calcutta. Ils achetaient ça à moins de 300 roupies l'unité et ils revendaient à 1600. Déjà, rien que la production et la vente, déjà, c'était c'est exactement comme la coca aujourd'hui qui est produit en Colombie. C'est-à-dire qu'il y a un économiste qui a fait toute une étude en montrant que les paysans indiens, parce qu'il y a des économistes qui disent oui, ça a amené le développement rural en Inde. C'est absolument faux. En fait, ça les a totalement appauvris. Ils entraient même pas dans leurs frais parce que la Compagnie des Indes leur donnait de l'argent. Ils leur prêtaient de l'argent pour produire la chose. Donc après, voilà, c'était le piège de la dette. Ils devaient vendre à un prix. Ils entraient même pas dans leurs frais de production. Au niveau parce qu'à la fin, il faut quand même voir que vous avez plus d'1 million de personnes qui sont impliquées dans la production de l'opium en Inde pour l'exportation vers la Chine. Donc là, vous voyez l'explosion des exportations d'opium donc de l'Inde vers la Chine. Là, c'est en tonnes par an. Hein. Pas mal, hein. Là, vous avez donc un site de production de la Compagnie des Indes orientales. Hein. Vous voyez les boules, c'est des gâteaux d'opium qui sèchent dans les étagères. Amazon. Vous voyez. Et donc là, c'est intéressant. C'est pas très clair peut-être, mais ça montre donc vous avez une courbe blanche qui est l'exportation de thé en dollars. Vous avez l'importation d'opium sur la ligne noire. Donc vous voyez qu'en 1825, à partir de 1825, les ventes d'opium suffisaient déjà pour payer toutes les importations de thé. Donc on pourrait dire, les Anglais auraient pu dire, bon, ça va, c'est bon. Maintenant on passe à autre chose. Non, c'était pas assez. Parce que les gentlemen trafiquants, il y avait de l'argent à faire. Donc, autant faire encore mieux. Donc là, vous avez les 3 personnages essentiels. William Jordan, qui en fait, une fois que la guerre de l'opium
juste avant que la guerre est lancée, en fait, William Jordan revient en Angleterre, devient le conseiller militaire, en fait, de Palmerston, qui est ministre des Affaires étrangères. Il est Premier ministre pendant la Deuxième Guerre de l'Opium et il est ministre des Affaires étrangères pendant la Première. Donc Jardine avec son associé et avec la famille Keswick qui vient plus tard. La famille Keswick va être vraiment l'âme, disons, l'éminence grise de Hong Kong, de toute l'épopée de Hong Kong, et donc va être avec Sutherland, les fondateurs de la banque HSBC. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que la drogue est très répandue, disons, abandonnée, les Chinois, disons dans mon texte, je vais le rendre disponible plus tard, en fait, évidemment, la Chine commence à se rendre compte quelle est d'abord, vous avez un effondrement de disons, l'opium, ça touchait les hommes entre 25 et 50 ans. Quand on fumait une fois par jour, on pouvait tenir 15 à 20 ans. Mais beaucoup de gens fumaient 8 pipes d'opium par jour. Ils étaient morts dans 5 ans. Ensuite, ce qui est encore pire, c'est que puisque l'argent quittait la Chine, l'argent se raréfiait. Donc du coup, le paysan chinois qui devait payer ses impôts, il devait acheter l'argent plus cher pour pouvoir payer ses impôts, parce que lui, avec ses petites pièces en cuivre, il devait acheter les lingots en argent. Et une fois que l'argent était tous parti dans le trafic d'opium, l'argent, la valeur, le prix de l'argent a explosé en Chine. Donc les paysans, en fait, sont tombés littéralement ils ont été frappés par la famine. Hein. Donc c'était pas seulement un problème, pas moi, de statistique, c'était vraiment quelque chose. Donc il y avait, les gens étaient complètement avachis, passaient leur temps à dormir, travaillaient plus. Il y a des unités de l'armée, à un moment donné, il y a une révolte, là l'éarmée peut pas parce que ils sont tous en train de dormir, quoi. Plus il y a littéralement des révoltes du petit peuple parce qu'il y a l'appauvrissement, en fait, puisque le prix de l'argent monte, les gens ne peuvent plus se payer l'argent pour pouvoir payer leurs propres impôts. Donc vous avez toute une imbrication qui fait que donc les Chinois donc vont nommer ce monsieur-là, Lin Zexu, en 1834-35. Donc là, il y a la décision prise, c'est qu'on va arrêter la drogue en Chine. Donc premièrement, il dit qu'il faut réhabiliter les toxicomanes. Donc il dit aux toxicomanes, voilà, vous avez 18 mois, et si dans 18 mois, c'est pas fini, vous risquez la peine de mort. C'était à la dure. Deuxièmement, il a mis en prison donc 1600 trafiquants chinois. D'accord. Il a confisqué 70 000 pipes d'opium. Il a fermé toutes les fumeries, etc. Et il était voir les marchands britanniques qui étaient donc dans les factoreries, là, canton. Il dit, bon les gars, d'abord vous allez signer un papier que vous vous engagez à plus jamais amener de l'opium ici, et que si on vous prend avec l'opium, c'est la peine de mort pour vous. D'accord. Et ensuite, donc il a récupéré 15 000 caisses d'opium. Il dit oui, mais le problème c'est qu'il y a encore 20 000 caisses sur tous les navires là devant le port des cantons. Ça, ce Xi, c'est juste avant le début de la guerre de l'opium. Donc c'est 1838, pour être précis. Et donc Zhuxi, il envoie même une lettre donc à la reine Victoria, qui est née en 1817, donc elle a 21 ans. Mais en fait, elle comprenait rien, elle voyait pas dans quoi elle était, c'était Palmerston qui dirigeait tout. Mais c'est une très belle lettre où Zhuxi dit, je comprends pas. Nous, on exporte du thé et de la rhubarbe pour votre santé. Vous nous envoyez cette drogue, on ne comprend pas, je veux dire. Ça ne se fait pas. Et il dit, à partir de maintenant, si on vous prend la main dans le sac, ça va mal aller pour vous. Donc, alors la lettre, évidemment, est jamais arrivée, la reine Victoria n'a jamais lu la lettre. Après, la presse a quand même publié, parce que la presse, évidemment, ils savent tout. Hein. Quand une lettre est perdue, la presse la retrouve, hein. Il n'y a pas de problème. Mais donc, Zexi, donc, il prend toute cette drogue, et donc, à un moment donné, donc,
il a fait, à un moment donné, il a pris un trafiquant de drogue chinois, il l'a fait exécuter devant le bureau des Anglais, en fait, devant chez eux. Et donc, ça crée il a monté la pression. Donc, finalement, les Anglais voulaient traîner les pieds. Ils disaient, oui, on vous donne une caisse, allez, on vous donne 5 caisses aujourd'hui, peut-être un peu plus demain, etc. Donc, Zeuxis était allé vraiment à la pression. Les Anglais ont fini par lâcher 20 000 caisses d'opium supplémentaires. Et Zeuxis a fait creuser des canaux. Il a pris quasiment 1 million de tonnes d'opium qu'il a mélangé avec de la chaux vive. Il a dissous, il a lancé dans l'océan. Après, il a prié pour les dieux de la mer pour se faire pardonner parce que c'était la pollution. C'est pas triste. Et donc, les marchands anglais, et c'est là, en fait, qu'il y a eu un piège, parce qu'en fait, c'est à partir de McCartney que les Anglais, en fait, ont décidé qu'ils allaient préparer la guerre de l'opium. C'est pas en 1838. C'est bien décidé en avance. Moi, j'avais un prof d'histoire à l'école qui m'a appris une chose, je remercie, c'est faire la différence entre la cause d'une guerre et le prétexte pour la faire. D'accord ? Et les causes, c'est ces causes économiques. Le prétexte, c'est que, donc, Zeuxis prend, en fait, les marchands anglais, au début, ils ne voulaient pas lâcher leurs caisses. Parce que les caisses étaient à bord des navires anglais. Et donc, le surintendant anglais, Elliot, qui était sur place, il dit, écoutez les gars, donnez vos caisses d'opium, l'État anglais après va vous rembourser. Hein, on va vous dédommager de vos frais. C'était 2,5 millions de livres sterling. Une somme énorme. Donc les Anglais finalement lèchent leur truc. Zeuxis détruit la drogue. Il dit, c'est super, on a gagné, on va réussir. Jardine monte à Londres. Il dit, ces salauds de Chinois, ils ont méprisé nos commerçants, ils ont confisqué notre marchandise, parce que pour lui, c'était pas de la contrebande, c'est tout le génie de Palmerston du point de vue juridique. Ce que Palmerston a dit, c'est de la marchandise normale. Donc, c'était vraiment de la contrebande. Et sur cette base-là, le Parlement britannique peut dire, ouais, on a été méprisés, nos commerçants étaient malmenés, le drapeau, on a craché sur le drapeau anglais, la guerre. Donc on a créé, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, les Anglais ont joué de telle façon à créer le prétexte pour pouvoir y mettre le paquet au niveau de la guerre. Donc après, je vais pas vous développer tous les manœuvres militaires parce que donc très rapidement, donc les Chinois vont pousser les marchands hors de Canton, qui vont se rabattre sur Hong Kong et sur Macao, et donc une partie de la guerre va se faire là-bas. Hein. Et donc au début, les Anglais disent bon il faut 2-3 bateaux, et quelques gars ça suffit, on leur donne un coup sur le nez, ils vont s'effondrer quoi. Donc ils étaient partis dans un truc qui devait durer 3 mois, donc ça durait 20 ans quoi, la guerre. Ensuite le Parlement disait oui, il n'y a pas d'argent. Ils avaient une crise financière terrible chez eux. En 1825, vous avez la grande crise financière de Londres. Vous avez 77 banques qui font faillite en 1825 à Londres. Donc il n'y avait pas d'argent. Donc Palmerston dit oui, mais c'est pas grave, parce qu'une fois qu'on a gagné, les Chinois, ils vont payer pour les frais de guerre, ils vont payer pour la marchandise perdue, et on va leur facturer les frais militaires. Donc ils y vont. Évidemment, alors les Anglais prétendent qu'en 3 mois, ils ont construit le Nemesis. Donc c'est le premier frégate en métal, grand bateau à vapeur avec des aubes. Donc les Anglais avaient bien prévu qu'ils allaient remonter les fleuves, donc ils ont fait des navires avec des fonds plats. Parce qu'évidemment, si vous arrivez avec un navire de mer et vous devez remonter une rivière, ça marche pas. Donc les Anglais prétendent qu'en 3 mois, ils ont construit un super navire moderne, très puissant, bateau à vapeur, à la voile ou à la vapeur et avec donc des aubes. Le Nemesis, ils sont arrivés avec leurs canons, ils ont
les Chinois étaient technologiquement totalement en retard. Ça, c'est clair. Ils avaient des jonques. Ils avaient quelques canons dans les forts pour protéger les embouchures. Mais c'était des canons qui étaient littéralement soudés dans le sol. Donc, c'était très difficile de les orienter, de bien les orienter sur les cibles. Donc, les Anglais sont entrés là-dedans. Ils ont tapé avec toute leur supériorité technologique de l'époque. Donc, au début, c'est Canton. Ensuite, ils vont remonter. Et donc, petit à petit, donc, ils vont arracher ce que les Chinois appellent à juste titre des traités inégaux. Donc, il y a un premier traité qui est celui de Nankin. Donc, c'est toujours les mêmes revendications. Hein. Mais dans le traité de Nankin, il n'y a même pas une ligne sur l'opium. En fait. Par contre, dans la deuxième guerre de l'opium, donc, il y a le traité de Tianjin. Alors, je vous lis les clauses. Hein. Premièrement, britanniques, français et américains, parce que les Anglais, évidemment, ont invité leurs copains, qui étaient les Américains, les Français, à participer dans la guerre. Et nous, on a eu la bêtise de dire, oui, super, on arrive. Alors, dans la deuxième guerre de l'opium, c'est qu'en plus, bon, il y a tout un facteur religieux, parce que vous avez des églises protestantes, vous avez des églises catholiques, opposés aux jésuites. Les jésuites sont souvent plutôt entendus avec la cour impériale. Ils avaient une autre stratégie, peut-être plus longue, à mettre en œuvre, mais il y avait aussi ces qualités. Là, vous avez tout un tas de gens qui disent, en fait, ce que vous voyez apparaître dans ces traités, c'est donc Britanniques, Français, Américains auront le droit d'établir des délégations permanentes à Pékin. On veut 11 ports chinois, donc on veut les bateaux étrangers, même militaires, doivent pouvoir pénétrer donc, sur les Yangtze. Les étrangers doivent pouvoir voyager à l'intérieur, toutes les régions, faire ce qu'ils veulent, les missionnaires tout autant. La Chine doit payer des indemnités à l'Angleterre et à la France 2 millions de taels. Un tael, c'est un poids. Donc, une énorme indemnité en compensation aux marchands anglais, etc. Donc, les frais de la guerre et les frais des marchands anglais. Les lettres et documents officiels entre la Chine et le Royaume-Uni devront exclure, pour désigner les sujets de la couronne britannique et ses officiels de caractère barbare, et légalisation de l'opium par la Chine, etc. Alors, donc, le traité de Tianjin, en fait, l'empereur refuse de le ratifier, et c'est uniquement donc dans la convention de Pékin. Donc après, donc on passe donc les Anglo-Français vont prendre Canton, le baron Gros en France. Ensuite, ils vont remonter à Tianjin, ils vont montrer à Pékin. Et donc, et c'est là où la chose symbolique, mais aussi quand même la plus horrible arrive, qui est le sac du palais d'été de Pékin. Alors, moi, je connaissais pas trop, mais en fait, parce qu'on voit, généralement, on voit un bâtiment, mais en fait, c'est un complexe de 200 bâtiments. C'est un énorme parc aménagé, une des plus belles choses que l'homme a fait dans son histoire, qui est en plus surtout rempli de cadeaux de pays étrangers, notamment européens. Et donc, pendant une semaine, donc, les Français commencent par le pillage. Tout ce qu'ils ne peuvent pas emporter, ils le détruisent. Et après une semaine, en fait, on met le feu et donc c'est brûlé. Donc il y a plus d'1 million d'objets qui ont été embarqués, qui ont fini donc dans les musées européens, hein, notamment à Chantilly, etc. Heureusement que nous avons eu Victor Hugo, donc qui a répondu au capitaine Butler pour dire que oui, j'ai vu 2 voleurs. Il y en a un, malheureusement, c'était mon pays. Et donc, ça, c'est la convention de Pékin. Donc, et après, vous avez les Russes. Les Russes n'ont jamais envoyé des militaires, mais ils participent dans les négociations diplomatiques. Et à la fin, ils obtiennent toute une partie de la Mandchourie et Vladivostok, qui était avant chinois, que les Russes vont obtenir. Après, vous avez Attends, je vais voir. Donc là, vous avez la reine Victoria, hein. À l'époque, ça c'est en 43. Hein. Donc c'est pas les photos dont on est habitué. Je pense que Photoshop ça marche déjà.
Et Lord Palmerston, qui était vraiment une brute. C'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de mal à s'exprimer autrement que d'une façon compulsive. Donc ça, c'est une des batailles. Vous voyez à droite, dans le fond, donc, le Nemesis, c'était donc la frégate à vapeur en fer, très très habile, qui détruit les jonques chinoises. Ça, c'est le traité de Nankin. Alors, vous voyez deux Chinois et, et vous voyez tous les uniformes des vainqueurs, bien sûr. Ça, c'est le bombardement de Canton, le traité de Chin-Chin, dont je vous ai parlé. Et donc, une fois que la Chine donc, est obligée d'accepter, on demande des concessions. Donc, en 1860, vous avez les Britanniques qui ont une concession là en orange, c'est la concession des Britanniques. Les Français ont leur concession, hein, qui est en bleu. Et ensuite arrivent les Allemands qui veulent aussi leur concession. Vous avez les Italiens, vous avez les Austro-Hongrois, vous avez les Belges. Hein. Moi, je suis d'origine belge, donc c'est normal que les Belges participent. Et en 1903, les Russes. Donc tout le monde a des concessions, donc des énormes terrains pour pouvoir piller en fait la Chine. Et là, la caricature, donc, elle est de 1898, je crois, parce que vous avez déjà, totalement à droite, vous voyez qu'il y a un Japonais. La première guerre sino-japonaise, c'est de 1894. 1894. Ensuite, vous avez l'invasion de l'Alliance des 8 pays pour réprimer la révolte des Boxers en 1901. Ah donc, vous avez tous les pays européens qui... Il y a une révolte de gens contre les Occidentaux, plus ou moins soutenue en sous-main par l'impératrice à l'époque. Et donc, on envoie tous les armées pour aller réprimer une révolte là-bas, vous voyez. Et avec, évidemment, à la fin, à chaque fois pareil, plus de droits, plus de concessions, des indemnités à payer, des nouveaux ports ouverts, etc. Donc, vous avez... L'impression que ça m'a donné, c'est que ce que les Anglais ont fait en Inde, avec vraiment la colonisation militaire brutale, en fait, là, ils le font par la guerre de l'opium, par le forcing diplomatique et la soumission, en fait, à l'ordre des règles que eux, évidemment, ont écrit pour eux, pas pour les autres. Et vous avez bien sûr ensuite le traité de Versailles. Les territoires occupés par les Allemands, ben, on les donne aux Japonais. On empêche la Chine de récupérer ses propres territoires. Et ensuite, vous avez la guerre sino-japonaise en 1937, où c'est carrément l'invasion japonaise maximale contre la Chine, qui n'a fini qu'en 1945, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc quand les Chinois, toute personne censée qui examine le contenu des traités inégaux qui ont été imposés à la Chine doit bien admettre que la Chine a bien raison de ressentir ce qui s'est passé comme un siècle d'humiliation. Depuis, la Chine, quelqu'un a dit, oui, la Chine est dans une campagne Make China Great Again. Sauf qu'elle le fait pour elle-même et non pas contre les autres, qui est quand même important à souligner. L'intitulé La guerre de l'opium s'avère donc en réalité un intitulé très réducteur, puisqu'il s'agit en réalité d'une tentative manifeste de colonisation en vue de perpétuer un système monétariste qui porte en lui la guerre comme les nuées portent l'orage. Certes, Chinois et Britanniques auraient pu inventer une alternative à toutes ces logiques économiques, tout comme nous devons aujourd'hui inventer des alternatives au système financier en faillite aujourd'hui qui nous conduit à la guerre. Par exemple, les Anglais auraient pu dire on donne trop d'argent à la Chine, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du thé en Inde? Il faut attendre 1832 pour que la Compagnie des Indes décide finalement de faire du thé en Inde. D'accord? À ce moment-là, ben, il n'y aurait pas eu de problème. On aurait pu inviter les Chinois pour qu'ils expliquent comment faire du thé en Inde. Donc,
Donc, le choix de la drogue, le système actuel l'a déjà fait. Comme nous le documentons dans le livre, les plus hauts responsables de l'ONU ont reconnu qu'en 2008, au tout début de la grande crise financière de 2008, toutes les banques, pour garder liquide le marché interbancaire, on a accepté, on a blanchi des milliards de l'argent du crime, de la corruption et de la drogue. Notamment la banque qui est au sommet, qui s'appelle HSBC, qui profite d'une impunité absolument scandaleuse. Et le but de ces livres, je vous invite à en acheter plusieurs, comme certains d'entre vous l'ont déjà fait, pour qu'on fasse tomber le tabou et qu'on mette fin à l'impunité des milieux financiers par rapport à la drogue. Merci. Vous avez montré des images de Jardine et Matheson, les fondateurs de HSBC, qui ont géré le trafic de l'opium contre la Chine. Est-ce que les familles existent encore aujourd'hui? Oui, les familles, en fait, vous voyez là, vous savez, un des plus importants, ce qu'on appelle un think tank. Moi, je les appelle les stink tanks. C'est une réserve de mauvaise odeur. Non, c'est-à-dire, la question, c'est que quelque part, depuis cette époque-là, le plus grand centre financier du monde, c'est Londres. Plus que New York. En 92, première place du monde en termes de devises, d'actions, d'obligations, c'était Londres. On pense que c'est Tokyo ou New York. Non, 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 Londres. Londres. Alors, si vous prenez les familles, les Jardines et surtout les Keswicks, vous avez, ici évidemment, vous avez HSBC. Mais plus loin, je peux vous montrer l'original, vous avez Matheson Company. Matheson Company, c'est devenu une banque d'affaires de Londres. Il existe encore aujourd'hui. Hein. Parce qu'ils ont fait toute leur beurre donc, avec Hong Kong. Et donc les Chatham House, c'est vraiment ceux qui pensent tous les guerres d'avance. Hein. C'est-à-dire, c'est un groupe de réflexion, ils font des études, c'est un think tank. C'est en fait l'Institut royal des affaires internationales, the Royal Institute for International Affairs. C'est eux qui ont créé aux États-Unis le Council on Foreign Relations de New York, dans lequel vous sont sortis tous les néoconservateurs américains, les gens qui ont fait la guerre d'Irak, les gens qui ont menti sur tout, ceux qui savent, comme dit monsieur, avec subtilité, créer les prétextes pour amener l'humanité à s'entre-massacrer. Ça, c'est le produit. Et vous voyez que les familles, effectivement, le Keswick Family, il peut retrouver les Jardines, aujourd'hui, c'est une... Jardine and Matheson Group, ça c'est aujourd'hui. Hein. Donc ils étaient partis de la Chine communiste, bien sûr, mais ils sont revenus. Alors je croyais au début que c'était du pavot, mais c'est un chardon. Parce que c'est des Écossais. Ça ressemble. Donc aujourd'hui, Jardine Matheson Group, c'est un groupe qui pèse quand même 106 milliards, hein, qui est un groupe hongkongais domicilié aux Bermudes. D'accord? Donc c'est des gens qui payent nos impôts. Hein. Ils payent beaucoup d'impôts chez nous. Mais maintenant, ils sont dans l'immobilier, ils sont dans la finance, ils sont dans le transport, etc. Mais en fait, ces familles, ils ont toujours été donc, dans ces cercles de réflexion autour de la monarchie britannique, et ils continuent à l'être aujourd'hui. C'est pas changé. Et vous le voyez là. Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est que dans les partenaires, donc ça c'est les corporate members, donc c'est des gens qui donnent à peu près 1 million hein, par an pour faire fonctionner Chatham House. D'accord? Alors, partenaire AIG, qui est AIG? American Insurance Group. C'est les gens qui ont été sauvés en 2008 quand on a liquidé Lehman Brothers. Mais ceux qui étaient en faillite s'appelaient AIG. C'est ce qu'on ne vous a jamais dit. On parle toujours de la crise de Lehman Brothers.
C'était pas la crise de Lehman Brothers. On a assassiné Lehman Brothers pour sauver AIG, American Insurance Group, le plus grand groupe d'assurance des États-Unis. Ensuite, vous avez Bill et Melinda Gates. Vous avez British Petroleum, ceux qui ont fait les coups d'État en Iran contre Mossadegh en 54 avec la CIA, British Petroleum. Ensuite, vous avez quand même, ce qui étonne, c'est la Commission européenne, vous voyez. Alors, corporate members, c'est corporate members. Comme si la Commission européenne, c'est une entreprise multinationale. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont trompés de casse, là. Non. Exxon, bien sûr. ExxonMobil, c'est les 7 sœurs de la famille Rockefeller. Standard Oil, SO, Standard Oil. Exxon, aujourd'hui. Vous avez le Foreign Commonwealth Office, donc ça, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, HSBC, etc. Le ministère de la Défense, voilà. Ils sont corporate members. C'est un ministère. Quand même un mélange étrange. Et vous avez les Open Society Foundations, d'un monsieur qui s'appelle George Soros, un très grand humaniste, qui finance tous les mouvements qui prônent la légalisation de la drogue. Et qui a été à l'origine de tous les calomnies contre M. Larouche aux États-Unis, parce que Larouche voulait arrêter la drogue, vous voyez. Donc c'est un antisémite, donc après vous avez Royal Dutch Shell, etc. Donc si vous voulez, l'histoire s'est pas arrêtée, L'histoire s'est pas arrêtée, et les guerres de l'opium, on les a perdues. Donc les vainqueurs écrivent l'histoire, et les vainqueurs continuent à diriger le monde. Les causes du trafic de la drogue, c'est que l'addiction, c'est pas la drogue, mais c'est l'argent. Donc pourquoi c'est arrivé? C'est parce qu'on regarde ailleurs, parce qu'on a depuis 2012. Donc en 2012, le Sénat américain a fait Carl Levin. Le Sénat américain a fait un rapport de 264 pages sur HSBC. D'accord? Disons, HSBC a blanchi l'argent d'Al-Qaïda et l'argent des cartels mexicains. D'accord? Cartel de Sinaloa. HSBC aujourd'hui est le banquier de Sinaloa, le cartel mexicain qui fabrique toute la cocaïne qui nous arrive sur nos plages. C'est ça la drogue aujourd'hui. Donc vous avez dit que ça venait de 2008. Oui, 2008, parce que vous avez une crise financière. Vous avez des gens qui ont spéculé, qui ont fabriqué des produits synthétiques pour les marchés financiers, qui sont basés sur rien. On émet des titres qui sont basés sur d'autres titres qui sont déjà douteux, et ça devient ce qu'on appelle un schéma de Ponzi. Il y a que tant que... Donc, à un moment donné, il y a des faillites, et à un moment donné, tout le monde a peur. Donc, on a gardé le marché financier liquide grâce à cet argent de la drogue. Ça, c'est ce que dit... Vous pouvez acheter le livre, c'est documenté là-dedans. C'est M. Costa, qui était le grand chef antidrogue de l'ONU, qui a déclaré ça. Donc il y a un problème de corruption. Le problème de la drogue, c'est que nos pays sont devenus corrompus. On a des juges, on a des gens dans la police, on a des gens dans la politique, on a des gens très établis qui sont complices, qui ferment les yeux et qui laissent ce trafic prospérer. D'accord? Donc le problème, c'est pas eux, le problème c'est vous et moi. Qu'est-ce que nous, citoyens, lambda, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire passer les lois, pour exiger que cette impunité, c'est-à-dire nous, notre point de vue, qu'on peut arrêter tous les dealers du coin, demain il y en a 3 fois plus, d'accord? On va déplacer les points de deal, c'est tout. Le cartel de Sinaloa, c'est 35 têtes. Vous coupez une tête, il y en a encore 34 autres. Parce que les Mexicains, chaque unité du cartel, ils achètent les produits pour fabriquer le fentanyl, par exemple, qui vendent. Vous savez, il y a 100 000 morts du fentanyl aux États-Unis. Vous prenez 3 grammes de fentanyl, c'est l'overdose. Ceux qui se plaignent le plus du fentanyl, c'est les dealers, parce que ça détruit tous les clients. Les gens meurent tout de suite. D'accord?
Alors que normalement, avec La mort est trop rapide. la mort est trop rapide. Avec l'héroïne, au moins pendant 15-20 ans, vous pouvez vendre. Mais cette cochonnerie, elle va arriver là en France. Hein. Vous avez 3600% de profit. Donc vous pouvez. Donc le problème, c'est qu'on a des gens dans les ports. Si aujourd'hui vous êtes docker au Havre, si vous perdez votre batch, la mafia vous donne 100 000 €. Ils récupèrent évidemment le batch pour savoir quel conteneur, à quel endroit, etc. Combien de conteneurs sont contrôlés au Havre? 2%, d'accord? À Anvers, c'est pareil. Parce qu'on est dans le libre-échange. On ne peut pas tout contrôler. Et donc, évidemment, ils envoient 50 conteneurs, même si on en achète, même si on en arrête 40. Les 10 qui passent donnent beaucoup plus, assez d'argent pour payer tous les pertes. Bien, on va conclure ici. Je pense que certains veulent partir et tout va dîner. Hein, comme ça, on pourra en discuter dans le cabinet. Moi, je vais quand même terminer ce propos une remarque personnelle. Comment détruire un pays? Oui, je veux dire, parce que si on a un monde de force de brute et tout ça. Alors, rappelez-vous, les nazis, lorsqu'ils ont envahi la Pologne, il y avait un des moyens, ils ont éliminé tout ce qui était au-dessus du bas, c'est-à-dire éliminé les élites ou les pseudo-dirigeants. Les Russes, ils ont fait ça avec des officiers polonais. Mais quelqu'un m'avait dit il y a plusieurs années 4 moyens pour détruire un pays. Déjà, détruire son éducation, c'est-à-dire avoir un peuple d'ivode et d'ignorance. Donc, ça, c'est bien en cours dans le secondaire, mais moi, je n'ai pas les rapports d'information là-dessus. Deuxième volet, c'est corrompre les élites. Et troisième volet, c'est l'introduction de drogue à haute dose, et puis maintenant, on peut dire introduction aussi de l'X, de l'addiction aux jeux vidéo, etc. Et je pense que en Chine, comme ils sont la maîtrise de la population est correcte, afin d'éviter justement ces dérives. Parce que les Chinois, quand même, tout le monde sait que c'est le siècle de l'imitation. Donc, je pense que pour nous, notre propre réflexion, sans être un expert du narcotrafic ou autre, rappelez-vous de ces 4 piliers. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup, et puis prenez plaisir à échanger lors de nos dîners. On est tout à fait à l'heure, à 9h, et merci encore pour notre conférence.